Non, c'était pas vraiment une attirance qui a fait que je suis resté. C'est que, en fait, quand j'étais en France, déjà, l'entrepreneuriat, je voyais les limites en fait qu'on pouvait avoir. Je trouvais qu'il y avait un plafond de verre en face, qui était difficile à dépasser quand tu es un jeune homme noir qui a grandi dans une cité. Et moi, je savais que si j'arrivais pas à trouver une manière de gérer ma communication, mon entreprise, ma marque de vêtements n'allait pas aller loin. Donc, il fallait que je trouve comment essayer de gérer tout seul pour gérer la communication de ma marque. Au lieu d'aller vers les gens pour voir comment les aider, je vais voir comment ces gens peuvent venir à moi. Bonjour à tous et bienvenue dans la barre des jeunes. Cette émission nous donne la parole aux jeunes passionnants qui façonnent notre chère Guinée. Dans cet épisode, on va parler entrepreneuriat et sur ce, je suis accompagnée d'un confrère guinéen de retour en Guinée, évoluant dans le domaine de l'entrepreneuriat qui est Monsieur Passé Diaye. Alors, bien avant, je te demande de te présenter pour ceux qui me suivent. Je m'appelle Bassekou Djabi, je suis entrepreneur franco-guinéen et je vis en Guinée depuis maintenant bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans. Ok. Et est-ce que tu as fait des études similaires à quel domaine? Oui, moi j'ai fait des études en France à la base. J'ai fait un parcours classique. J'ai fait un bac pro hôtellerie-restauration. Parce qu'il faut savoir que moi, en fait, pendant mon enfance, j'ai grandi dans un quartier un peu chaud à Paris. Donc j'ai commencé à travailler très tôt, dès mes 13 ans, parce que moi en fait, les parents, mon père est bien en Guinée depuis longtemps et c'est quelqu'un de très religieux. Donc moi, dans mon parcours, je savais déjà ce que je voulais faire très tôt, que je voulais accomplir des choses dans ma vie. Donc, c'est dans ce cadre-là que je me suis dit qu'il fallait que très tôt, je me démarque de ce que mes amis faisaient. Et j'ai voulu trouver un emploi. Donc, à 13 ans, moi, j'ai commencé à travailler dans la restauration, de mes 13 ans à 17 ans. Et à la base, mon premier rêve, en fait, c'est d'ouvrir un restaurant. Donc, j'ai fait ça de mes 13 ans à 17 ans. Ça m'a ramené vers le parcours bac pour hôtel et restauration. Ensuite, j'ai compris que la restauration, en fait, c'était pas mon objectif dans la vie. Donc, je me suis restructuré. Et à 18 ans, j'ai créé ma première marque de vêtements. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. À 18 ans, j'ai lancé ma première marque de vêtements. Puis, j'avais un problème que je rencontrais, c'est que on galérait pour communiquer en fait sur la marque. Donc, de ce constat-là, je suis lancé dans la production audiovisuelle. Ensuite, j'ai lancé ma boîte de production, Starter Production, qui opère actuellement en Guinée. Et puis, par la suite, on a relancé une boîte de communication qui s'appelle Shams Communication. Et En Guinée aussi? Shams Communication, on a lancé tout ça, ça a été lancé quand j'étais en France. Mais maintenant, c'est des projets que je développe en Guinée, où je suis depuis 4 ans là. Depuis 4 ans. Ok, donc si je comprends bien, tu es né en France Exactement. et tu as grandi là-bas. Exactement. Et parlant du retour en Guinée, comment ça s'est passé? Est-ce qui t'a motivé à rentrer Pour revenir sur ce que je faisais, moi, très tôt, je savais que j'allais venir en Guinée. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, ma mère m'a expliqué que j'ai une voisine qui habite à côté de chez nous. Elle lui disait qu'elle a toujours su que, déjà au collège, je lui disais toujours que moi, plus tard, j'allais aller vivre en Guinée. Mais je ne savais pas comment ça allait se faire. Comme j'ai dit, très tôt, j'ai travaillé dans la restauration. Donc, quand j'ai commencé à travailler dans la restauration, mon plan, en fait, j'avais un plan parce que dans la vie, il faut toujours avoir un plan dans tout ce que tu fais. Donc, à 13 ans, mon premier plan, c'était j'ai travaillé dans la restauration, j'économise assez d'argent, puis je me marie. Et après, mon plus grand rêve, c'était d'ouvrir mon restaurant en Guinée, à l'âge de 27 ans. Au final, ça ne s'est pas passé comme prévu parce que moi, ce qui a fait que je voulais faire de la restauration, c'est parce que j'ai vu en fait l'argent qu'on gagnait dans ce métier-là. Et moi, je l'ai vu très jeune. Mais quand je suis allé dans ce circuit-là, dans le parcours scolaire, j'ai compris qu'en fait, c'était pas mon rêve, c'est pas ce que je voulais faire. Donc de là, j'ai bifurqué, j'ai essayé de trouver ma voie. Maintenant, Changer. exactement, j'ai essayé de changer. Et je faisais régulièrement des voyages en Guinée, plus jeune en vacances déjà. J'ai venu 2 fois, une fois en 2011, je pense. Et puis je suis revenu après, lorsque j'avais 18 ans à peu près. Mais c'était pas encore établi comment j'allais faire pour m'installer. Maintenant, c'est lorsque j'ai lancé ma boîte de production, j'ai commencé à faire du hobby. Et déjà avant de ça, avec ma marque de vêtements, j'ai sponsorisé Miss Guinée. La première fois, c'était Miss Mali. Puis après, je me suis dit, Miss Mali, c'est venu un peu hasardeusement. C'était pas prévu que je sponsorise. Mais les circonstances après, j'étais sponsor des Miss Mali. Donc après, je me suis dit, si je le fais pour Miss Mali, pourquoi pas le faire pour Miss Guinée? Donc j'ai été sponsor de Miss Guinée et ça m'a ramené un peu la communauté guinéenne qui ont commencé à suivre ce que je faisais. Et de là, quand j'ai lancé ma boîte de production, ça fait j'étais déjà très suivi. Donc c'est de là que j'ai poursuivi sur, sur le schéma guinéen.
Donc j'ai commencé à venir en vacances, je réalisais des vidéos régulièrement qui ont commencé à bien tourner en plus. Et j'ai commencé à avoir des entreprises et des ONG qui me contactaient. Donc j'ai fait en tout 3 ou 4 voyages professionnels où on me déplaçait en fait pour faire des allers-retours. Et sur le dernier voyage que j'ai fait, euh, en fait sur les voyages précédents, en partant, j'avais toujours une mal au peur de quitter le pays. J'ai toujours eu du mal à quitter la Guinée. Et sur le dernier voyage que j'ai fait, j'ai eu du mal la première fois, donc j'ai décidé de repousser mon billet. Mais à la base, je me suis juste dit, ça c'était en 2021, je me suis juste dit, bon, je vais voir comment ça marche en Guinée de manière plus poussée, pour voir comment les gens travaillent ici et comment moi je peux me développer. Donc je suis resté 2 semaines et au final, là, ça fait bientôt 5 mois. Bientôt 5 mois. 2 semaines de base et là, bientôt 5 mois. Ok. Et une fois en Guinée, qu'est-ce qui t'a le plus attiré? Moi, c'était pas vraiment une attirance qui a fait que je suis resté. C'est que, en fait, quand j'étais en France, déjà, l'entrepreneuriat, je voyais les limites en fait qu'on trouvait à voir. Je trouvais qu'il y avait un plafond de verre en face, qui était difficile à dépasser quand tu es un jeune homme noir qui a grandi dans une cité. Et ça, c'était la première chose. Et je me suis dit, quant à ça, des fois, ça sert à rien de forcément essayer de penser. Demain, j'ai les grands. Ah oui. Donc, essaie de te développer ailleurs et essaie de grandir le plus possible. Et deuxièmement, c'était. En fait, je trouvais que en France, moi, j'ai un modèle dans l'entrepreneuriat qui s'appelle Bernard Arnault, qui a été l'homme le plus riche du monde il y a à peine 2 ans. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est la manière dont il innove à chaque fois dans son entreprise, où il crée et l'impact qu'il a. Et l'impact, pour moi, c'était quelque chose qui était très important. Donc, je me suis dit, moi, en tant que Guinéen, si je réussis à atteindre même la moitié de ce qu'il a pu faire, j'aurais réussi. Donc, ce qui m'a retenu en Guinée, la première chose, ce que j'ai apprécié pour revenir à notre question, c'était l'impact que je pouvais avoir sur la vie des gens. Je pouvais être beaucoup plus considérable. Ok. Et quelles ont été les principales difficultés liées au retour, à l'installation et, disons, à l'environnement guinéen? Moi, ma plus grosse difficulté, c'est que déjà, quand je suis dans la Guinée, je connaissais personne. Et l'entrepreneuriat, à la base, c'est un monde de réseau. Pas que en Guinée, quoi, tu n'auras pas toujours qui t'y emmener. Partout dans le monde, qui va t'aider à te développer rapidement, ça va être le réseau que tu vas réussir à construire. Et moi, en Guinée, à part mon cas, je connaissais personne. Ça veut dire, quand je suis arrivé, bon, à part si, parce que j'ai expliqué que j'avais déjà fait des voyages professionnels, donc je connaissais évidemment ces entrepreneurs-là avec qui j'étais venu. Mais à part ça, je connaissais pas ça. Donc j'ai dû vraiment recommencer de zéro. Donc en 2 semaines, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais une petite voiture à l'époque dans laquelle je sortais. Et quand le matin se levait à 8h, 9h, je sortais le matin et j'essayais de rencontrer le maximum de personnes qui pouvaient m'aider en fait. Il y a des hautement entrepris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer mon réseau petit à petit. Donc je pense que 90% des radios, ils vont servir à rien, j'ai quand même dit longtemps. Mais ça m'a permis de mieux comprendre comment les dîners fonctionnent, les mentalités, comment ça fonctionne, les barrières qu'on a ici. Et c'est les difficultés que je pouvais rencontrer. Et après, une autre difficulté aussi, c'était que quand je connais personne, tu n'as pas quelque chose à apporter aux gens. Les gens ont facilement, ont difficilement tendance à t'accorder de la part. Donc ça aussi, c'était une barrière. Donc à chaque fois, il fallait trouver comment tu allais pouvoir les aider eux aussi pour qu'eux puissent t'aider. En retour. En retour, exactement. Donc ça, c'était une difficulté que j'ai rencontrée au début. Qui principalement, je pense que c'était ça. Après, s'adapter à la mentalité des gens, bien évidemment. Quand tu mets dans un univers différent, il y a forcément des éparts de mentalité. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles je souhaite adapter. Et tu évolues dans l'entrepreneuriat depuis que tu es là avec Startup Productions, qui est une agence de création de devis, pour prendre compte de devis. Ok. Et parle un peu de ton entreprise, de vider à la création. Comment ça s'est passé? Ok. Bon, déjà, moi, comme j'ai expliqué, à la base, j'ai commencé l'entrepreneuriat par une marque de vêtements. Et moi, j'ai mon meilleur ami en France qui, lui, était dans... En fait, pendant que moi, je me développais dans la mode, lui s'est développé dans la production. Mais lui, il était clipper. Il faisait des clips pour les artistes. Donc, en fait, au début, moi, je l'ai aidé pour quand il allait sur ses clips. Et lui aussi m'aidait pour communiquer son mariage. Et moi, je savais que si j'arrivais pas à trouver une manière de gérer ma communication, mon entreprise, ma marque de vêtements n'allait pas aller loin. Donc, il fallait que je trouve comment essayer de gérer tout seul pour gérer la communication de ma marque. Mais le problème, c'est que ça coûte super cher de payer les gens pour faire des vidéos. Oui. Donc, moi, je me suis dit quoi? Il faut que moi, déjà, je maîtrise cet aspect-là. Comme ça, même si je le gère aujourd'hui et que demain la marque explose, si je travaille avec des entreprises externes, je saurai comment ça va marcher. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à faire de l'audiovisuel. J'ai commencé à faire des vidéos pour mon marque.
Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, les vidéos ont commencé à avoir un impact tel que les gens comme moi qui avaient des marques commençaient à m'approcher. Non plus pour acheter des tenues de mode avec moi, mais pour faire des vidéos pour eux. Donc j'ai commencé à me créer des entrées dans l'audiovisuel. Et je me suis développé dans ça. Et au final, c'est comme ça que la boîte de production, elle est née. Et j'ai commencé à voir plus loin parce que maintenant, ça a commencé à toucher plus loin à la communication. Donc j'ai commencé à me former de manière plus large à la communication. Via un ami que je remercie d'ailleurs, qui s'appelle Stanislas, qui avait fait l'école HEC, qui était un cadre, vraiment un cadre dans ce secteur-là, qui m'a pas mal formé sur comment créer des stratégies de communication, comment les élaborer, comment les développer. Et c'est comme ça qu'après, derrière, on a créé Champs de Communication et que j'ai développé les deux en même temps. Donc, si je comprends bien, ça de production a commencé ici ou en France? En France. En France. Tout ça, c'était en France. Donc, pourquoi en Guinée? En fait, la boîte que j'ai développée en France, je l'ai juste dupliquée en Guinée. Donc, nous allons un peu parler de l'aspect lié à l'environnement entrepreneurial à Guinée. En tant que jeune entrepreneur de la diaspora évoluant en Guinée, quels sont les défis spécifiques auxquels tu as été confronté en tant que jeune entrepreneur? Parce que, comme j'ai dit, je tombais ces personnes. La première stratégie que j'ai fait, comme j'ai dit, c'est que je sortais un maximum et j'essayais de rencontrer le maximum de personnes, de voir comment les aider pour qu'eux se mènent en retour. Mais comme j'ai dit, la majorité des rendez-vous que je faisais, 90%, ça ne servait à rien. Donc, ma stratégie, je me suis dit, OK, au lieu d'aller vers les gens pour voir comment les aider, je vais voir comment ces gens peuvent venir à moi. Et allez, moi, j'ai un amant qui est la ligne aussi, qui a Espace TV, le DJ. Donc, mais on ne se connaissait pas du tout. Et on a travaillé pendant, je pense, 1 an, 2 ans ensemble. On ne savait même pas qu'on avait une famille. Moi, je suis arrivé, en fait, je suis allé le voir. Et dans la même stratégie, je suis allé le voir pour les aider mes services et tout. Et pour voir comment je pouvais les aider. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'eux, par exemple, ils avaient un grand déficit de contenu à la télé. Parce que produire du contenu, ça coûte cher. Déjà, pour nous, les plateformes de contenu. Et eux, à chaque minute, il n'y a plus que pas y avoir de trop à la télé. Donc, tout le temps, il doit y avoir du contenu qui fasse à la télé. Donc, moi, quand je suis allé les voir, quand j'ai remarqué ça, je me suis dit, OK, moi, je vais essayer de voir comment, à travers le contenu que je produis, je vous le mets à disposition. Et vous, derrière, vous m'aidez à communiquer sur moi, mon entreprise, pour la mettre en avant. Donc, j'ai fait ça avec eux. C'est comme ça que j'ai signé mon premier partenariat avec la télé. Et en gros, la stratégie, c'était que moi, quand je leur envoie du contenu, ils passent les publicités de mon entreprise. Et c'est comme ça que, au lieu que moi, j'ai à courir maintenant derrière les gens, c'est les gens en fait qui voyaient les publicités à la télé qui me contactaient. Et quand j'ai vu ce schéma-là avec Espace, j'ai dupliqué avec les RTG. Ça fait qu'on a réussi à être partenaire du premier média privé en Guinée et du premier média public en Guinée. Donc ça, par exemple, c'est une stratégie qui, en fait, on a réussi à contourner. On a déjà avec ces difficultés et ces pas place. Et est-ce que tu penses qu'il y a plus de galères que d'avantages? En Guinée, Oui. ouais, je pense qu'il y a plus de galères peut-être dans la Guinée. Après, je pense que les environnements, il y a plus de galères que d'avantages. C'est les environnements où il y a plus de potentiel. Quand tu arrives dans un endroit, moi, par exemple, quand je disais en France, moi, quand je arrive en France, le courant est pas, ne se pique pas. Tu veux manger, tu as juste à aller sur un marché en bas, quelque chose. Donc, tout est déjà mis en place. Donc, quand tu es dans un environnement où tout est mis en place, c'est plus facile, c'est plus difficile d'innover. Alors que quand tu es dans un environnement, voilà, tu as population, bah, tu trouves des idées à dégo. C'est pour ça que moi, la plupart des gens de la diaspora que je suis, bah, ils marchent dans la rue, ils rentrent dans le cul. Tous les jours, ils me disent, ah, j'ai trouvé une idée de montrer le business. Ah, j'ai trouvé des idées de business. Parce que ils ont vu ce qui marchait de côté et ce qui manque ici. Maintenant, ils essaient d'apporter ce manque pour en faire du business. Exactement. Et est-ce que tu penses que les vrais obstacles sont soit l'État, nous-mêmes ou la société? Ça ramène de tout. Moi, Le village. Je pas contre de langue de bras. Je pense que le fait que la Guinée n'a pas atteint les niveaux qu'elle aurait dû atteindre, ça va partir à cause de l'État, ça va partir à cause de l'État parce que l'État, pendant plusieurs décennies en Guinée, n'a pas joué peut-être le rôle qu'elle avait dû jouer en développant tout ce qu'elle a à mettre en place pour que le peuple puisse se développer. Et c'est aussi le peuple parce que dans tous les pays du monde, c'est les entrepreneurs qui ont développé quand on regarde les États-Unis, ils sont numéro 1 dans le monde parce que dans les entrepreneurs qui ont développé des industries. Et nous, ici, on a tendance à souvent s'opposer sur l'État. C'est-à-dire quand ça marche, on va dire c'est l'État. Quand ça marche, on va dire c'est l'État. Et heureusement, même les entrepreneurs qui réussissent, beaucoup réussissent grâce à l'État. Donc, même en termes de modèles à qui on peut s'assimiler, c'est compliqué parce que quand on va voir le parcours des entrepreneurs qui ont réussi,
beaucoup on se dira, en fait, un tel, il a réussi parce qu'il était ami à tel président et c'est comme ça qu'il est devenu milliardaire. Mais normalement, ça ne devrait pas marcher comme ça. Normalement, c'est des privés qui devraient créer des structures, qui devraient être développées et impacter sur les populations. Mais grâce aux infrastructures que l'État a construites. Est-ce que tu penses qu'il est facile de réussir dans ce domaine sans piston, Dans quel domaine? dans l'entrepreneuriat en Guinée? Sans piston ou... Pas dans mon piston, mais sans réseau plutôt. Sans réseau, je pense que c'est Ce serait compliqué. difficile. C'est possible hein, avec le digital maintenant parce que, bon, maintenant, vous êtes lancé dans la création de contenu. Vous allez voir qu'en touchant du monde, moi, c'est aussi pour ça que je suis lancé dans la création de contenu. Bon, à la base, c'est parce que je produisais des émissions en fait à la télé. Et bon, pour revenir à l'État, moi, on avait une grande de gros sponsoring. Et du jour au lendemain, les médias ont fermé. Donc, il a fallu qu'on se restructure. Et on s'est laissé sur la création de contenu. Et au-delà de ça, en fait, j'essayais de voir l'impact réel que j'avais, et que je pouvais avoir du bénéfice de ce que je créais. C'était le réseau que j'arrivais à construire. Donc, le réseau, ça va permettre de développer. Par exemple, moi, j'en parlais dans une de mes vidéos. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, quand ils vont dans les événements avec leur carte de visite, qui mettent là à tout le monde en se disant oui, c'est ma carte de visite, j'aimerais qu'on discute. Et sur la base de rien. En réalité, quand tu veux alimenter ton réseau, il faut que tu aies quelque chose à proposer. Il faut que les gens, en fait, quand ils te voient, ils ont besoin de toi. Donc, quand tu arrives à créer ça, le réseau, naturellement, il va se créer et ça va t'accompagner du business, forcément. Donc, c'est un peu ça, il faut le savoir l'alimenter, en fait. Et après, si tu as les mois, le business va venir. Ah oui. Et parlant de l'aspect un peu lié au financement, toi, est-ce que tu penses que le plus gros frein ici, c'est le côté financement ou le côté manque d'encadrement? Pour quelqu'un qui met à l'extérieur, ça peut être le financement parce que nous, tu as mangé à l'extérieur, on est habitué à un mode de vie que quand on vient en Guinée, on veut pas. En fait, c'est plus compliqué de s'adapter au mode de vie qu'on a ici. Qui est le style de vie qu'on a, peut-être qu'il peut coûter un peu cher. Mais pour quelqu'un de lambda qui a grandi en Guinée, je pense que le financement, quand tu as un financement déjà à la base, ça peut t'aider. Mais quand tu n'en as pas, c'est pas un frein. Parce que, en fait, commencer en bas, c'est plus facile de monter en échelle. De faire 5 000 plus 5 000 en 10 000 partenaires, 20 000 partenaires, en montant au million, en essayant de grandir. À la Décoep, on a un entrepreneur sur le toit aujourd'hui qui a réussi, qui a commencé en vendant du cadre à la rue. Et lui, il est parti vraiment de rien, sans financement. Donc, c'est possible de brancher sans financement. Après, ça dépend aussi du secteur dans lequel tu es. Par exemple, quand tu es dans le business, dans le monde des startups, c'est plus compliqué parce que quand tu as une idée qui te demande beaucoup d'argent pour la développer, c'est compliqué de réussir sans financement. C'est pour ça qu'on n'a pas de gros startups en Guinée parce que ce monde de VC ou de décès qui va investir dans l'entreprise, on l'a moins. Donc, c'est plus compliqué de réussir dans ce système-là. Mais quand tu es un entrepreneur, tu peux réussir en commençant d'en bas et en essayant de grandir step by step. Et je pense d'ailleurs c'est la même stratégie, non? Ok, donc, quel conseil donnerais-tu à un jeune ici qui veut évoluer dans l'entrepreneuriat en achat et financement? Ça dépend de ce qu'il fait, du secteur dans lequel il est. S'il est dans un secteur primaire qui répond aux besoins du citoyen, de commencer avec son délai statut, d'économiser et de réinvestir le maximum de ses revenus sans se priver de manger, bien sûr, mais essayer d'investir le maximum de ses revenus dans son entreprise et essayer de grandir en échelle. Je pense que c'est la meilleure stratégie à avoir en Guinée. Et quelle est ta vision de l'entrepreneuriat en Guinée? Comment comptes-tu contribuer à son développement? En fait, quand tu crées une entreprise, forcément, tu dois créer une clientèle, une audience, c'est-à-dire. Par exemple, pour un exemple, une marque de vêtements, je vais créer une marque de vêtements. Une fois que la marque est créée, je vais trouver l'image de cette marque. Ensuite, je vais créer une clientèle à qui je vais essayer de vendre. Donc ça, c'est une entreprise placée. Donc moi, en fait, à travers la création de contenu, on fait l'inverse. Donc nous, on crée du contenu en essayant d'apporter de la valeur aux gens. Et quand tu crées du contenu, en fait, une fois que tu as réussi à toucher du monde, tu vas rassembler beaucoup de monde à un même endroit. Nous, chaque mois, on fait des millions de vues sur le digital. Et sur YouTube, sur du long format, donc en fait, sur Instagram. Et chez toi, moi, j'ai quand même plus d'importance, c'est du contenu un peu jetable. C'est du contenu que tu vas regarder une minute. Mais en général, quand tu as vu une vidéo le matin d'une minute, je ne te rappelle pas le soir de ce que tu as regardé. Et par contre, sur YouTube, c'est différent. Nous, chaque week-end sur YouTube, on a des billets de gens qui regardent ce qu'on fait. Donc, ça te permet de en fait, créer une audience que tu vas recruter à un même endroit. Et une fois que tu as cette audience et tu es là, sur le parapluie, c'est parce que je rapporte de la valeur, ça a des aides. Et derrière, tu essayes de répondre aussi à leurs besoins. Donc en fait, tu vas chercher à comprendre
Moi, par exemple, j'ai une audience. Quel est le problème de mon audience? Donc, tu essaies d'y répondre. Et après, c'est du business aussi. OK. Et comment ton expérience de la diaspora a-t-elle contribué à renforcer, disons, ton sentiment d'appartenance en Guinée, son désir de contribuer au développement de la Guinée? Moi, à la base, je n'avais pas de grand lien avec la Guinée, hein, parce que moi, je suis né en France, j'ai grandi en France. Je suis venu quand j'étais petit. Après, j'ai des attaches parce que moi, mon père, il est rentré très tôt en Guinée. Et je pense que c'est lui qui a fait réaliser cette attache-là parce qu'il a toujours tenu à ce qu'on vienne régulièrement en vacances, qu'on comprenne comment est né sa mère, qu'on voit la berry, que quoi, comment les gens étaient dans le monde autrement que comment les gens vivent en France. Donc, il nous faisait régulièrement venir pendant les vacances. Cette attache, elle s'est créée comme ça. Et moi, quand je venais en vacances, j'ai toujours eu du mal à partir. Et au-delà de ça, je voyais aussi sur mon PC l'impact qu'il y avait sur les gens. C'est quelque chose qui m'a toujours animé. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, il faut que moi aussi, j'essaie de suivre ses pas, de construire, même si je réussis à faire 25, parce que c'est moi, si je réussis à faire 25, 500 sur dessus la fait, je savais déjà faire de moi. Donc, c'est un peu comme ça que cette attache elle s'est créée. Et puis, je pense aussi que être humain, il doit toujours savoir du lien. Parce que si tu sais pas d'où je suis, je ne peux pas savoir où je suis. Et c'est un peu ça. Donc moi, je peux te dire, par exemple, mon père il a beaucoup tenu à ça, je m'aime bien. Moi, je peux te dire, le monde, mes grands-parents sont 116 générations. Donc, on a toujours accordé cette importance à l'endroit de nos gens. Je pense que ça a beaucoup joué dans cette attache qu'on a. Au désir de rendre. Exactement. Et après, moi, au-delà de ça, moi, par exemple, nous, dans la famille, on est 17 enfants. J'ai 7, 17, ouais. J'ai 7 sœurs et des garçons, on est 10. Et moi, parmi les garçons, moi, mon père il avait une philosophie, c'est qu'il voulait que tous ses fils ont cette vision, on a dit, un peu actualisée, cette éducation un peu à la tutelle. Donc moi, tous les temps, quand ils avaient 3, 4, 5 ans, mon père il les envoyait de la France, il les aidait dans les. Donc moi, tous les temps, ils ont fait 7, 8, 10 ans en Guinée avant de repartir en France. Et moi, en fait, je suis le seul et après, fait le temps en Guinée. Mais le paradoxe, c'est que je suis le seul qui est revenu jouer en Guinée. Et les autres sont là-bas. Les autres sont là-bas. En fait, on a quelque chose là, mais. Ah oui. Après aussi, ils ont l'intention de revenir vers les centres en Guinée. Là. OK. Et comment l'entrepreneuriat peut contribuer au développement selon toi? Comme j'ai dit tout à l'heure, tous les pays du monde, ils ont été développés par les entrepreneurs. Pas par les parents. Dans aucun pays, je pense, où on peut dire clairement, c'est. Peut-être qu'il y en a, hein, mais je n'ai pas pu en tête qu'on peut dire clairement. Tel pays a été développé par un président. En fait, c'est par les entrepreneurs qui se sont alliés. Ils arrivent actuellement quand on a ça avec kilomètres. En fait, c'est cause des pays qui s'allient pour développer le jeu. Donc, quand on parle des États-Unis, en numéro 1 dans l'armement aujourd'hui, c'est par des droits militaires, faisant partenariat. On dit c'est eux qui aident dans les guerres parce que c'est le principe, il n'est pas toujours en verdun. Pourquoi? Parce que c'est des entrepreneurs qui ont créé cette industrie-là. Quand on prend la technologie, ils ont les plus gros partenaires dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est des entrepreneurs. Quand on regarde là-bas, c'est un pays très industriel, les entrepreneurs qui ont créé tout ça. Quand on regarde aujourd'hui la France, quand on parle de la France, en fait, pourquoi ils sont puissants? C'est bien la culture qu'ils ont réussi à instaurer, cette culture de beauté, de la mode, du pays, on va dire, on est à la plus du monde. Ça va être décrit à travers des entreprises comme, par exemple, je parlais de Bernard Arnault, on a LVMH. C'est l'une des entreprises qui paie le plus dans le monde, c'est grâce à des entrepreneurs. Donc, quand on prend toutes les plus grandes puissances dans le monde, c'est des nations en fait qui sont puissantes grâce à leurs entrepreneurs. Et je pense que si la Guinée veut atteindre ce niveau-là, ça se réalisera grâce à l'entrepreneuriat guinéen. On ne doit jamais dire que la Guinée est puissante dans le monde parce que le président est puissant, parce que les gens sont bien travaillés. Tant qu'on n'aura pas atteint ce niveau d'entrepreneuriat, on ne pourra pas être le pays coréen en Afrique. Aujourd'hui, les pays qui sont les plus puissants en Afrique, c'est via l'entrepreneur. Quand on parle du Nigeria, c'est l'Angleterre, par exemple. Je voulais peut-être le terrain différent, mais je connais plus. En tant que la place de l'entrepreneur de Pogba, c'est la rareté, c'est la compliquée dans la Kenya, en Angola. Et quel conseil donnerais-tu aux jeunes de la diaspora qui envisagent de rentrer en Guinée et dans ce pays? Déjà, moi, je ne conseille pas en fait. Déjà, il va encore en anglais. Je ne peux pas dire que je conseille. Mais par contre, moi, j'ai une chose aussi. La ligne, c'est un pays qui est très difficile. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne conseille pas forcément aux gens de la diaspora de venir. Mais par contre, si tu sais que tu as cette détermination en toi de te dire, comme moi j'avais quand je suis arrivé, je veux changer les choses, je veux me battre, je veux créer ça, là, tu n'as pas besoin de mes conseils pour venir. Parce que tu sais déjà ce que tu veux. Mais si tu as besoin
qu'on te motive pour te dire bien entreprendre en Guinée, c'est que tu n'es pas prêt pour affronter les difficultés qu'on va. Ça, c'est vrai. La Guinée, c'est un pays, on peut dire, c'est hyper dur. En fait, tout est difficile. Donc, je ne sais pas si ça va changer, mais pour le moment, j'aime pas parce que les gens ont tendance à penser que, étant donné que je ferai du contenu où je parle beaucoup des gens qui rentrent au pays pour entreprendre et pour travailler, c'est pas ça du tout. Moi, je le conseille pour les gens. Mais si tu viens, là, je peux te motiver. Vous voyez. Si tu viens, là, je peux te motiver. Et je peux te conseiller de le faire. Et pour l'anecdote, moi, par exemple, je suis là depuis 2021. Je pense que 80% des gens de la diaspora que j'ai vus qui sont enfants en Guinée, la plupart, ils sont repartis. Parce qu'ils n'ont pas réussi à tenir à cause des mentalités, parce qu'ils n'arrivaient pas. Des fois, Là, c'est de leur faute. sont pas cassés. Ouais, des fois aussi, c'est de leur faute. Parce que des fois, ils ont du mal eux-mêmes à se mettre dans, on va dire, dans la mentalité qui va leur permettre de se développer ici. Donc, des fois, ça peut être de leur faute, mais on va dire que c'est un peu ça. C'est pas évident hein, quand même, Pas du tout. entreprendre en Guinée. Pas du tout. Ok. Et selon toi, comment les Guinéens de la diaspora peuvent-ils jouer un rôle clé dans le développement de la Guinée? Bah déjà, via les fonds qu'elle rapatrie, je pense que, je sais pas si je vais dire n'importe quoi, mais je pense que si je me souviens bien des chiffres, l'argent que la diaspora rapatrie chaque année, il est plus élevé que le budget national de l'État guinéen. Donc si on retire en fait ces financements, c'est-à-dire les cousins, la famille des gens de la diaspora, l'argent qui peut venir en Guinée, ça serait, en fait, ça serait une catastrophe pour la Guinée. Donc elle contribue déjà énormément. Après, là où elle pourrait faire plus, c'est essayer d'apporter ce qu'ils ont appris de l'extérieur, le ramener en Guinée, pour que si les Guinéens voient... Parce qu'en fait, le problème qu'on a en Guinée, c'est que, étant donné que notre pays n'est pas très puissant, on peut dire clairement, sur la scène internationale, le passeport n'est pas très valorisé. Donc pour un Guinéen à Bangda, c'est compliqué de voyager à l'international. Et quand tu ne voyages pas, c'est compliqué de voir autre chose. Quand tu n'as pas vu autre chose, tu es habitué à ce que tu as vu. Moi, il y a des gens dans mon quartier, ils n'ont jamais quitté Conakry. Tu as des gens, ils n'ont jamais quitté la Guinée, donc ils ne savent pas ce qui se passe au Sénégal. Des fois, j'ai des débats avec des voisins ou des gens qui sont chez moi, où les gens comparent, par exemple, sur le plan économique, sur le plan économique et sur le plan du développement, la Guinée et le Sénégal. Et j'ai un cousin récemment, il est parti au Sénégal, avec qui j'avais ce débat-là. Quand il est revenu, il m'a dit, mais c'est incomparable. Il m'a dit, en fait, quand tu regardes les développements qu'on peut avoir, ça n'a rien à voir. Et je pense que le fait que ces Guinéens de la diaspora, eux, ont voyagé, le fait qu'aujourd'hui, on a un président, le général Doubet, qui a voyagé, il a vu ce qui se passe à l'étranger, il a vu ce qui se passe en France. Donc, il sait à quel moment on pourra dire que la Guinée a atteint un certain point, parce qu'il a vu ce qui se passe ailleurs. Et pour quelqu'un qui n'a pas voyagé, c'est compliqué. Donc, je pense que ces gens de la diaspora-là devraient essayer d'apporter ce qu'ils ont appris à l'extérieur, de essayer de le développer en Guinée. Si, bien sûr, ils arrivent à tenir mentalement, ça laisse pas de... Parce que, bon, en tout cas, sur ce point-là, c'est compliqué quand même. Le fille. Compliqué. Et bon, quel message souhaiterais-tu adresser aux Guinéens, en tout cas pour contribuer ici au développement de la Guinée, en tant que jeune de la diaspora? C'est de se battre, parce que dans tous les cas, ils n'ont pas le choix. Je pense que la Guinée, déjà, on a un tournant de l'histoire pour deux choses. Parce que les gens l'attendent, ça fait déjà près de 60 ans que tu viens de commencer. Et à chaque fois, en fait, parce que nous, le problème qu'on a en Guinée, c'est que chaque régime, quand il part, on a l'impression d'un peu recommencer à zéro à fait. Et là, je pense qu'on atteint un point où, en fait, si le gouvernement qui est là actuellement ne réussit pas, je pense que les Guinéens n'auront plus confiance du tout dans tout ce qui est politique. Et les jeunes, dans tous les cas, ils sont obligés de se battre parce que c'est pour l'avenir de la Guinée. Et au-delà de ça, aujourd'hui, je pense 70% ou 80% de la population a moins de 30 ans. Donc, quand on calcule dans 20-30 ans, cette population a risque de doubler ou en tout cas va considérablement augmenter. Et en France, aujourd'hui, on a le problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité de la population est vieille. Donc, quand tu as une population qui est très âgée, c'est compliqué de se développer parce que quand tu es vieux, tu ne peux pas travailler comme un jeune. Donc, pour trouver de la main-d'œuvre aux entreprises, ça va être compliqué. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette population jeune, donc une population qui est dans la force de l'âge pour travailler et développer les choses. Mais si cette population-là ne travaille pas et ne réalise pas des choses, ça va être compliqué dans 30, 40, 50 ans quand elle sera vieille, parce qu'on sera beaucoup plus et on aura beaucoup plus de besoins, que ce soit dans tous les secteurs. Donc, Et
selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour élever les mentalités? Parce que nous avons comme une jeunesse engagée, une jeunesse en pleine d'ambition, mais quelque chose qui manque en fait. Je ne sais pas trop. On dirait, bon, disons l'environnement, mais selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour élever les mentalités? Ça, c'est une question à 10 milliards. Hein. Déjà, ça va passer à travers ce que vous faites. La tasse 50 ça va éveiller aussi les mentalités. Et je pense que l'État a un rôle à jouer dans ça aussi, ça va être le fait de créer des modèles. Parce que, en fait, quand on ne peut pas te cacher, l'État crée des entrepreneurs aussi qui vont réussir à faire de nous les plus. J'ai eu la discussion avec le d'emploi avec un ami, il me disait que en réalité, les gens parlent de Dangote. Et Dangote, il vient aussi d'un système qui a fait que, en fait, c'est l'État qui a permis que plusieurs entrepreneurs nigériens soient devenus extrêmement riches. Mais en fait, l'avantage que l'État guinéen a à travers ça, c'est que si, par exemple, l'État se dit on va créer cette génération d'entrepreneurs, faut que les jeunes qui vont venir après se sentent inspirés par ces entrepreneurs-là. Parce que moi, par exemple, là, que vous faites, là, vous créez du contenu, si demain l'État dit, OK, on va vous booster à travers ce que vous faites et montrer que c'est la voie de la réussite, derrière, c'est des milliers et des milliers, voire des millions de Guinéens, peut-être, j'en suis, où on se dit, ça, c'est la voie de la réussite. Donc, si l'État met le doigt sur ça, c'est que nous aussi, on doit faire ça pour réussir demain. Aujourd'hui, alors que si l'État fait l'inverse, on le voit par exemple, beaucoup de gens se plaignent de la relation que les blogueurs ont aujourd'hui avec les dirigeants. Les gens se disent que si l'État met le doigt sur ça, bah, c'est que la réussite, c'est ça. Donc tout le monde va vouloir devenir blogueur. Donc je pense que c'est un peu, j'ai oublié la question, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour éveiller des mentalités? Exactement, je pense que c'est ça. En fait, l'État doit créer, on va dire, ces modèles-là qui va inspirer les jeunes, qui va leur permettre aussi de lui aussi rêver et se dire que moi aussi, je veux devenir comme eux. Et quand il y aura des millions de Guinéens qui doivent faire ça, forcément, ça va aimer les mentalités de pays à développer. Et de toute façon, quand tu n'as pas de rêve, les jeunes vont se dire quoi? Ils vont dire, si on n'a pas de modèle, on n'a pas d'espoir, le seul espoir en Guinée, c'est pour réussir, c'est d'être un policier, d'être ministre. Bah, au final, ils vont se dire, si, ok, eux, ils ne peuvent pas devenir un ministre, ils n'ont pas de porte ouverte pour le faire, bah, c'est qu'il n'y a plus d'espoir en Guinée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont aller en Libye ou en Tunisie, aller à la mer et celui à se prendre le siècle. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Guinée, je pense que c'est le premier pays et deuxième pays demandeur d'asile en France. Exactement, ça c'est vrai. Et si tu devrais changer un seul truc dans l'environnement entrepreneurial en Guinée, tu ferais quoi? Essayer en plus donner la chance à chacun de réussir. Que un entrepreneur ne réussisse pas parce que son père c'était Talilis ou son oncle c'était un tel, que chaque Guinéen qui a une compétence, une connaissance, qui sait faire quelque chose, qui peut apporter au pays, ait la chance de pouvoir réussir. Je pense que c'est ça que j'ai appris. Alors, bon, nous allons terminer, disons, par un jeu, mais je peux te demander de raconter un moment ou une situation, je dirais pas embarrassante, que tu as eu à avoir dans l'environnement, lié à l'environnement entrepreneurial en Guinée. Embarrassant dans quel sens? En tout cas, une situation qui t'a vraiment marqué, M'a marqué. soit côté positif ou négatif, ça dépend. Positif, j'en ai. Les issues, j'en ai. Ce déchet à laquelle je peux donner. L'une des choses qui m'a marqué le plus, c'est comment j'ai eu mon premier contrat en fait en Guinée. Quand mon premier contrat, comment je l'ai eu? Quand je suis arrivé en Guinée, comme j'expliquais, je sortais tous les jours pour aller essayer de rencontrer des gens. Et la Guinée, autant moi je suis arrivé, c'était quand je suis professeur à Tapondé en 2021, et c'était un pays qui était hyper politisé. En fait, comme j'ai dit, j'avais déjà eu les premiers contacts avec la Guinée avant d'arriver en Guinée, c'est-à-dire en 2 ans avant, j'avais déjà eu les premiers rapports avec la Guinée. Donc ça fait que je m'étais recréé un petit réseau d'entrepreneurs et de politiciens guinéens. Et moi, j'avais un ami politicien, quand aujourd'hui d'ailleurs, il était nommé par le président qui est dans le CLT, qui était actuellement opposant quand on avait eu le régime du professeur Azabondé. Et quand je suis arrivé en Guinée, j'ai essayé de rencontrer un maximum de gens. Et lui, il était en France. Donc, il faisait partie des gens que j'avais contactés à l'époque pour m'aider à essayer de rencontrer des gens et à me débloquer. Et lui m'avait donné le contact d'un politicien qui était proche des César Azabondé à l'époque. Et il m'a demandé d'aller le voir. Pour pas dire du monde, il m'a demandé d'aller le voir et de lui dire que je venais de sa part. Et étant donné que moi, mon proche qui m'a envoyé était politicien, il m'a dit d'aller le voir. Et bon, comme eux, ils avaient des autres chiffres de leur QV aussi, dans la mouvance présidentielle, quand moi je suis arrivé, on m'a ouvert toutes les portes. Comme je dis, quand on a besoin de temps, on a besoin de dérouler le tapis rouge. Donc on m'a ouvert toutes les portes, on m'a fait des promesses de contrat. Ça, c'était pendant vraiment les 2 semaines où je suis en Guinée.
On a fait des promesses de contrat, on m'a dit viens et tout. On m'a aidé à créer mon entreprise, on m'a donné des coupates avec des notaires qui m'ont aidé à créer ma société et tout. Et ma stratégie, c'était de récupérer l'année qui m'avait envoyé à Bâle. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait des compétitions. Et lui, c'est un gars qui est très droit, c'est quelqu'un de très religieux. Donc, lui, il est dit, non, qui est bizarre, il n'est pas dedans. Donc, quand il l'a appelé, lui a refusé en fait les propositions qu'on lui a fait. Et entre-temps, moi, j'avais déjà des accords avec eux. Sauf que moi, quand je suis arrivé, une semaine après, lui, il avait refusé. Donc, on a fermé les portes. C'est senti que limite, on disait plus bonjour, on ne pliait plus. Que toutes les promesses qu'on avait faites, moi, je voyais déjà la réussite, mais en fait, tout est tombé à l'eau. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand cette institution-là m'ont aidé à créer mon entreprise, ils m'ont envoyé vers une banque avec qui moi, j'avais déjà travaillé quand j'étais en France. Et quand je suis allé à cette banque-là, donc moi, j'ai continué le processus de création de mon entreprise juridiquement. Et ce qui se passe, c'est qu'en arrivant dans la banque, à créer mon entreprise, en ouvrant mon compte d'entreprise, derrière moi, je vois qu'il y avait une tape d'épaule. Là, en fait, c'est le directeur général adjoint de la banque. Il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais en Guinée et tout. Je lui explique, voilà, je suis là pour 2 semaines. Je suis là pour une mission avec une ONG qui m'ont déplacé pour réaliser cette mission. Mais là, ça finit. Il essaie de voir comment je peux me développer en Guinée. Moi, il me dit, ok, quand tu as fini ton rendez-vous, j'étais en contact avec un gars de la banque qui m'aide à créer ma société. Il me dit, quand tu as fini, monte dans mon bureau. Je monte dans le bureau, on discute. Et dans la discussion, il me dit, ouais, ok, bah, nous, on aimerait bien travailler avec toi. Et au final, j'ai réussi à connecter avec eux. Et je pense que pendant 2 ans, ils ont été mon plus gros client. Mais pourquoi? Parce que d'abord, j'ai cru en ce que je voulais faire et j'ai passé ma confiance en Dieu. Je savais que tu as d'autres portes qui se ferment, tu as d'autres portes qui s'ouvrent. Et je pense que ça a été un truc qui m'a marqué. Et après, mon père, il me dit toujours aussi, parce qu'il est très religieux, donc à chaque fois, il me dit ouais, moi j'ai tout fait pour que quand tu es petit, tu viennes en Guinée. Ça n'a pas pu se réaliser. Et au final, j'ai fait des prières et puis tu dit toi-même. Et au final, le seul des enfants qui est là avec moi et qui est un homme don. Je pense que ça a été dans les choses qui m'a le plus marqué et qui me pousse à me battre, même quand c'est difficile, parce que je me dis que si Dieu a permis que certaines choses se soient réalisées, c'est que le début. Après, derrière, ça, c'est le début des choses. Et si je continue des histoires comme ça, j'en ai des dizaines, des dizaines. Je voyais que le rappeur Kogba, dans des privés, on s'est retrouvé dans son village. On s'est promis à venir dans son village. Je suis tourné derrière, depuis je me suis lancé dans la création de contenu avec les plus grands footballeurs du pays. Je travaille avec des entrepreneurs qui font partie des plus grands entrepreneurs du pays, avec des institutions qui font partie des plus grandes institutions du pays. Donc tout ça, ça a été prendre des parts de tout ça. Et je me dis qu'il n'y a pas de hasard en tête, c'est Dieu qui fait. Ah oui, c'est vrai. C'est la chose qui m'a le plus marqué. Alors, là, nous sommes à la fin. Je veux te remercier pour ton temps et vraiment pour la disponibilité et les conseils et l'expérience que tu as partagés. Merci à vous également et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.